L'image a de quoi frapper les esprits, Donald Trump et Vladimir Poutine réunis à Anchorage, en Alaska, un territoire américain situé à seulement quelques kilomètres de la Russie à travers le détroit de Bering. Le choix du lieu n'est évidemment pas anodin. L'Alaska, ancienne possession russe vendue aux États-Unis en 1867, est depuis toujours une zone symbolique dans les relations russo-américaines. Tenir un sommet de cette importance sur ce sol chargé d'histoire envoie un message fort. Celui d'un face-à-face assumé entre deux puissances qui ne cessent d'être rivales, mais qui continuent d'entretenir un dialogue direct, même dans les moments les plus tendus. Ce sommet, annoncé depuis plusieurs semaines, avait fait monter les attentes et la pression internationale. Beaucoup espéraient qu'il débouche sur une avancée décisive concernant la guerre en Ukraine, qui s'éternise et dont les conséquences humaines, économiques et géopolitiques se font sentir bien au-delà des frontières européennes. Les États-Unis, sous la présidence Trump, cherchaient à s'imposer comme un acteur capable de rétablir un équilibre mondial, tandis que la Russie voulait montrer qu'elle restait incontournable dans tout règlement international. Dès l'ouverture, les caméras du monde entier étaient braquées sur cette rencontre. Les chancelleries occidentales retenaient leur souffle, espérant qu'un cessez-le-feu puisse enfin voir le jour, ou du moins que s'amorce un processus de négociation crédible. Mais derrière le décor glacé et spectaculaire de l'Alaska, se cachait une réalité beaucoup plus dure. Les divergences de fond entre Moscou et Washington n'ont pas disparu. Elles se sont même cristallisées autour du dossier ukrainien, réduisant à néant les espoirs d'un compromis rapide. Cette rencontre, présentée comme un possible tournant diplomatique, allait donc très vite révéler ses limites. Les attentes autour de Trump et Poutine. Si ce sommet en Alaska a retenu l'attention mondiale, c'est parce qu'il symbolisait un moment clé dans une guerre qui n'en finit plus de redessiner les équilibres géopolitiques. Depuis des mois, les chancelleries internationales, les analystes et même l'opinion publique espéraient que cette rencontre puisse déboucher sur une avancée significative. Après plus de 2 ans de guerre en Ukraine, chaque initiative diplomatique est perçue comme une opportunité, rare et fragile, de désamorcer une crise qui a déjà bouleversé l'ordre mondial. Du côté américain, les attentes étaient doubles. D'abord, sur le plan intérieur, Donald Trump, revenu sur le devant de la scène politique, cherchait à prouver qu'il pouvait faire mieux que son prédécesseur démocrate en renouant un dialogue direct avec Moscou. Son électorat, souvent sensible à l'idée que les États-Unis doivent avant tout défendre leurs propres intérêts, voyait d'un bon œil la possibilité d'obtenir un deal qui réduirait les coûts d'un soutien militaire et financier prolongé à l'Ukraine. Ensuite, sur le plan international, Trump voulait montrer que son style de négociation, souvent imprévisible, pouvait débloquer une situation que la diplomatie traditionnelle n'avait pas su résoudre. Côté russe, l'enjeu était tout aussi crucial. Vladimir Poutine arrivait affaibli par un conflit qui dure, des sanctions économiques qui pèsent lourdement sur son pays et une armée engagée dans une guerre d'usure. Sa participation à ce sommet lui permettait de réaffirmer que la Russie reste un acteur central, capable de discuter directement avec Washington au plus haut niveau, sans passer par des intermédiaires européens. Pour le Kremlin, cette rencontre était aussi un moyen de tester la solidité du camp occidental, de voir si Trump pouvait se montrer plus conciliant que ses alliés européens, et éventuellement d'obtenir des concessions, même minimes, sur les sanctions ou sur la reconnaissance de certains acquis territoriaux. Dans ce contexte, les attentes n'étaient pas seulement bilatérales. L'Union européenne observait la scène avec inquiétude, craignant d'être mise de côté dans un éventuel accord conclu uniquement entre Washington et Moscou. La Chine, quant à elle, suivait de près les discussions, consciente que tout compromis sur l'Ukraine aurait des répercussions directes sur sa propre stratégie vis-à-vis de Taïwan et de son alliance avec la Russie. Quant à l'ONU, elle rappelait, une fois encore, l'urgence humanitaire d'un cessez-le-feu et la nécessité de respecter le droit international. Bref, avant même que Trump et Poutine ne s'asseyent à la même table, ce sommet était déjà chargé d'attentes et de spéculations. Mais c'est justement ce poids immense, cette accumulation d'enjeux, qui allait rendre toute avancée concrète particulièrement difficile. La position de Donald Trump. Donald Trump est arrivé à ce sommet avec une stratégie bien particulière, fidèle à son style politique, imprévisible, centré sur le rapport de force et pensée avant tout en fonction de son image publique. Pour lui, cette rencontre en Alaska n'était pas seulement une question de diplomatie internationale, mais aussi un levier électoral et symbolique. Dès les jours précédant le sommet, l'ancien président américain avait multiplié les déclarations fortes. Il répétait qu'il était le seul capable de faire asseoir Poutine et Zelensky à la même table et de mettre fin à la guerre en 24 heures.
Ces promesses spectaculaires, typiquement trumpiennes, avaient galvanisé ses partisans tout en alimentant le scepticisme des diplomates. Derrière cette rhétorique se cachait une stratégie claire. Se présenter comme l'homme de la situation, celui qui ose parler directement avec les dirigeants jugés infréquentables, et qui est capable d'obtenir ce que la diplomatie traditionnelle n'a jamais réussi. Mais au-delà de l'effet d'annonce, Trump avait aussi des objectifs plus pragmatiques. Sur le plan intérieur, il savait que la lassitude du public américain à l'égard du financement massif de la guerre en Ukraine pouvait jouer en sa faveur. De nombreux électeurs républicains estiment que les milliards envoyés à Kiev seraient mieux investis dans l'économie américaine. Trump, en s'affichant comme un négociateur qui veut mettre fin à l'hémorragie, cherchait à séduire cet électorat, tout en se distinguant des positions plus fermes de certains membres du Congrès favorables à un soutien indéfectible à l'Ukraine. Sur le plan diplomatique, Trump voulait imposer sa méthode, contourner les longues négociations multilatérales, privilégier les rencontres en tête-à-tête et s'appuyer sur son intuition plutôt que sur les notes de ses conseillers. Il misait sur sa relation particulière avec Vladimir Poutine, souvent critiqué par ses adversaires politiques, mais qu'il présentait comme une force. À ses yeux, un accord avec Moscou devait se bâtir sur un mélange de pression économique et de reconnaissance des intérêts russes, notamment en matière de sécurité aux frontières. Cependant, cette approche comportait de nombreuses limites. D'abord parce qu'elle entrait en contradiction avec la position officielle des alliés occidentaux, qui refusent toute concession territoriale à la Russie. Ensuite, parce qu'elle donnait à Poutine une marge de manœuvre importante. Celui-ci savait que Trump voulait absolument un succès diplomatique à montrer à son public, et il pouvait donc se permettre de durcir ses positions. Enfin, Trump devait composer avec la méfiance des institutions américaines, y compris dans son propre camp politique, où certains voyaient d'un mauvais œil cette proximité affichée avec le Kremlin. En somme, la posture de Donald Trump à Anchorage était celle d'un dirigeant qui cherchait à transformer la diplomatie en performance politique, misant sur sa personnalité et son style direct pour forcer un résultat. Mais cette stratégie allait se heurter à une réalité complexe. Face à lui, Vladimir Poutine ne venait pas pour céder, mais pour affirmer la fermeté de la Russie. La position de Vladimir Poutine. Vladimir Poutine est arrivé à Anchorage avec une posture très différente de celle de Donald Trump. Là où Trump cherchait à imposer sa vision personnelle de la diplomatie, Poutine jouait la carte de la prudence calculée et de la maîtrise du cadre. Pour le président russe, chaque rencontre avec un leader américain est une pièce dans un échiquier géopolitique beaucoup plus vaste, où chaque mot, chaque geste, chaque sourire ou silence peut avoir des conséquences immédiates sur le plan militaire, économique et diplomatique. Depuis le début du conflit ukrainien, Poutine a construit sa stratégie autour de la perception de la Russie comme une puissance incontournable, capable de défendre ses intérêts et d'imposer ses conditions. Dans ce contexte, le sommet en Alaska représentait avant tout une occasion de montrer que Moscou n'était pas isolé et qu'il pouvait dialoguer directement avec les États-Unis sans passer par l'Union européenne ou l'OTAN. Il s'agissait aussi de tester la flexibilité de Donald Trump et de sonder ses véritables intentions. Allait-il privilégier l'efficacité d'un accord ou la communication spectaculaire pour sa base électorale? Sur le dossier ukrainien, Poutine est resté ferme. Les demandes de retrait des troupes russes ou de concessions territoriales étaient tout simplement exclues. Pour lui, céder sur l'Ukraine reviendrait à affaiblir sa position stratégique et à envoyer un signal de faiblesse à l'échelle mondiale. Il a donc abordé la rencontre avec un mélange de fermeté et de pragmatisme, montrer qu'il était ouvert au dialogue tout en ne compromettant rien sur les questions centrales. Ce positionnement reflète sa vision d'un ordre mondial multipolaire, où la Russie doit défendre ses intérêts face à ce qu'il considère comme un Occident souvent hégémonique et interventionniste. Poutine a également utilisé cette rencontre comme un instrument de communication stratégique. En restant calme, mesuré et en multipliant les gestes symboliques poignées de main, moment de complicité calculée, pause dans les discussions où il envoyait des messages aux observateurs internationaux. La Russie est un partenaire rationnel mais intransigeant, prêt à négocier mais jamais à capituler. Enfin, sur le plan interne, le président russe devait montrer à son opinion publique que la Russie maintient sa dignité sur la scène mondiale. L'image d'un dirigeant respecté et craint, capable de tenir tête à un ancien président américain charismatique et médiatique, est centrale pour son récit politique. Toute concession ou signe de faiblesse aurait pu être interprétée comme un affaiblissement de sa légitimité domestique. En résumé, Vladimir Poutine a abordé le sommet comme un joueur d'échecs expérimenté. Calculateur, patient,
ferme sur l'essentiel et flexible uniquement sur des détails secondaires. Cette posture contrastait fortement avec le style plus impulsif et spectaculaire de Trump, ce qui allait naturellement conduire à des divergences majeures et à l'absence d'accord. Les discussions au sommet, divergences et blocages. Lorsque Donald Trump et Vladimir Poutine se sont finalement assis face à Anchorage, les caméras et les yeux du monde entier étaient braqués sur eux. Mais derrière le protocole diplomatique et les poignées de main, les discussions ont rapidement révélé l'écart profond entre leurs positions. Le sujet central, bien sûr, était la guerre en Ukraine. Chaque point abordé, cessez-le-feu, retrait militaire, corridor humanitaire ou levée partielle des sanctions, est devenu un terrain de tension. Trump, fidèle à sa méthode, cherchait à obtenir un engagement rapide et visible. Il voulait des déclarations concrètes, des engagements immédiats de retrait ou de négociations directes avec l'Ukraine. Son objectif était double: afficher un succès diplomatique clair et rassurer son électorat sur sa capacité à résoudre des crises internationales autrement que par la confrontation militaire. Poutine, de son côté, ne cédait rien sur l'essentiel. Pour lui, céder sur la situation en Ukraine aurait été un aveu de faiblesse inacceptable, tant sur le plan stratégique qu'interne. Les propositions américaines concernant des concessions territoriales ou des accords temporaires ont été repoussées, souvent avec des formulations soigneusement calibrées pour ne pas fermer totalement la porte à la négociation, mais en laissant peu de marge de manœuvre réelle. D'autres points ont également cristallisé les désaccords. La question des sanctions économiques, par exemple, Trump évoquait la possibilité d'un assouplissement en échange d'avancées limitées sur le terrain, tandis que Poutine réclamait leur levée comme préalable à toute discussion sérieuse. Les discussions sur la sécurité des civils et la protection des infrastructures ukrainiennes, où elles aussi, étaient ponctuées de divergences. La Russie refusait toute ingérence directe, considérant ces propositions comme une violation de sa souveraineté. L'atmosphère du sommet, bien que polie en apparence, était marquée par une tension palpable. Chaque mot semblait peser, chaque geste analysé par les conseillers et les médias. La combinaison d'un Trump pressé d'obtenir un résultat médiatique et d'un Poutine inébranlable sur l'essentiel a conduit à un blocage presque inévitable. Au final, malgré des échanges cordiaux et quelques concessions mineures sur des aspects logistiques ou symboliques, aucun accord concret n'a été signé. Le sommet, qui avait été présenté comme un moment potentiel de tournant diplomatique, a surtout mis en lumière l'écart profond entre les deux visions et l'impossibilité, à ce stade, d'un compromis sur l'Ukraine. Réactions internationales. L'échec du sommet en Alaska n'a pas tardé à provoquer une onde de choc dans le monde entier. Les alliés occidentaux ont exprimé leur déception, parfois mêlée d'inquiétude. L'Union européenne, qui espérait une coordination renforcée avec les États-Unis pour faire pression sur la Russie, a souligné que l'absence d'accord ne devait pas affaiblir la solidarité européenne ni compromettre le soutien à l'Ukraine. Les dirigeants européens ont rappelé que la situation sur le terrain restait fragile et que la diplomatie directe avec Moscou devait se faire dans le respect des principes fondamentaux, sans céder à des compromis précipités. L'OTAN, de son côté, a observé les échanges avec prudence. Même si elle reconnaît la valeur d'un dialogue direct entre Washington et Moscou, l'alliance militaire souligne que toute approche unilatérale pourrait créer des tensions supplémentaires et risquer de marginaliser ses partenaires européens. Le message était clair: la sécurité collective reste une priorité, et aucun sommet bilatéral ne doit mettre en danger l'intégrité des États membres. De leur côté, la Chine et d'autres grandes puissances suivent la situation avec attention. Pékin, en particulier, analyse les réactions de Washington et de Moscou pour ajuster sa propre stratégie régionale et globale. L'absence de compromis sur l'Ukraine montre, pour elle, que la Russie reste déterminée et que les États-Unis n'ont pas encore trouvé de moyen de peser efficacement sur le conflit. Enfin, le gouvernement ukrainien a réagi avec prudence mais fermeté. Les autorités ont rappelé que seul un cessez-le-feu véritable et le respect de la souveraineté nationale pouvaient constituer un pas en avant. L'échec de ce sommet renforce la nécessité pour Kiev de s'appuyer sur ses alliés et de continuer à résister face aux pressions extérieures. En résumé, l'absence d'accord a suscité des réactions variées mais unanimes sur un point. Le chemin vers une résolution diplomatique durable reste complexe et semé d'embûches, et aucun leader ne peut aujourd'hui prétendre résoudre la crise ukrainienne seul. Conséquences politiques et perspectives. L'absence d'accord au sommet de l'Alaska a des implications immédiates et à long terme sur le plan politique, tant pour les États-Unis que pour la Russie, mais aussi pour l'ensemble de la communauté internationale. Pour Washington,
Cet échec illustre les limites de la stratégie de Trump, centrée sur le dialogue direct et le style de négociation personnelle. Si son approche spectaculaire visait à montrer une capacité à résoudre rapidement des crises, elle s'est heurtée à la réalité des divergences profondes et au manque de coordination avec les alliés traditionnels. Cela pourrait fragiliser sa crédibilité sur la scène internationale, même auprès de ses partisans qui voient en lui un acteur capable de faire bouger les choses. Pour Moscou, l'issue du sommet est en revanche un signal de stabilité. Vladimir Poutine a démontré sa capacité à tenir tête à un ancien président américain charismatique et médiatique, sans céder sur les points stratégiques essentiels. Cette posture renforce son image de leader ferme, tant sur le plan intérieur qu'international. Elle envoie également un message clair à l'Occident. La Russie reste un acteur incontournable et ne se laissera pas dicter ses conditions, surtout sur des questions liées à sa sécurité et à son influence régionale. À l'échelle internationale, le sommet souligne la complexité de toute initiative diplomatique concernant l'Ukraine. Les alliés européens et l'OTAN doivent désormais continuer à soutenir Kiev tout en gérant les tensions avec Moscou. Les réactions des grandes puissances comme la Chine, qui observent attentivement l'évolution du conflit et des relations russo-américaines, pourraient influencer les prochaines étapes de la diplomatie globale. Sur le terrain, l'absence de compromis laisse la situation inchangée, voire exacerbe les tensions. Le conflit en Ukraine reste actif, les sanctions pèsent, et les populations civiles continuent de souffrir. Cette impasse pourrait aussi conduire à de nouvelles négociations plus tardives, mais toujours dans un contexte marqué par la méfiance mutuelle et la pression internationale. Enfin, le sommet met en évidence une vérité incontournable. La résolution du conflit ukrainien ne peut se faire par la seule rencontre de deux dirigeants charismatiques. Elle nécessite une approche coordonnée, multilatérale et patiente, où chaque acteur joue un rôle mesuré et stratégique. Les perspectives restent incertaines, mais une chose est claire. L'Ukraine demeure au cœur des enjeux géopolitiques, et la route vers la paix est encore longue et semée d'embûches. À la prochaine!